Partie 5, chapitre 1, Camille. Dimanche 15 juillet. Camille, je peux entrer ? Demande Dan en frappant à la porte de ma chambre, me réveillant en sursaut. Ce matin, je n'ai envie de voir personne. Surtout pas lui. Je ne réponds pas, sûr qu'il n'insistera pas. Mais il pousse la porte et pénètre dans la pièce sombre. J'ouvre les yeux, à contre-cœur. Fais comme chez toi, grognai-je en tendant la main vers ma table de nuit pour prendre mes lunettes que je fais tomber par terre. Dan les ramasse et me les donne. Il a l'air moins renfrogné que d'ordinaire, sans doute grâce à ses ébats d'hier soir. Tant mieux pour lui. « Tu dormais encore ?» s'étonne-t-il. « Ça ne te ressemble pas. » Fréquenter un vampire non plus. Dans mes rêves agités, Étienne et moi nous étreignions, allongés sur le canapé du salon, quand soudain il sortait ses canines et les plantait dans mon cou. « Non, dis-je. Je déprimais. »« Chacun son tour, » sourit Dan en s'asseyant sur le lit. Il se baisse pour ramasser un éléphant rose qui a beaucoup vécu. « Tu dors toujours avec ce truc ?» se moque-t-il en jetant la peluche sur la chaise de bureau. « Tu n'étais pas disponible. Merci de me comparer à cet animal immonde. »« Tu ne l'aimes pas parce que c'est Pierre qui me l'a donné, » dis-je. Entre autres, je n'ai jamais compris pourquoi cet éléphant porte une écharpe avec l'inscription « Bon rétablissement ». Pour te faire parler, je peux avoir un câlin. Je ne suis ni maman ni ton copain, dit Dan avec une moue de dégoût. Maman est de l'autre côté de la Manche et mon copain est mort, pensai-je. Tu as encore un nouveau copain ? Disons qu'on a eu une petite dispute hier soir, murmurai-je. Ça va s'arranger, ou pas, et tu trouveras quelqu'un de mieux. C'est ce que tu as fait ? Trouver quelqu'un de mieux ? Dis-je. Non, ça s'est arrangé avec Michaela. Enfin, je crois. Michaela ? Mais... Ta théorie est erronée, Sherlock, coupe Dan. J'appréciais beaucoup Étienne, mais ce n'est jamais allé plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? Je te l'ai dit, il a changé. Je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, je sais, pensai-je. Est-ce que je devrais le dire à Dan ? Il ne me croirait pas. Je me redresse et je m'assois à côté de lui. Je ne suis pas venu te parler d'Étienne, dit-il en me tendant une photo imprimée sur une feuille de papier. Je fronce les sourcils. Qui est cette femme ? Anna Coléry, la mère de papa. Tu te fiches de moi ? Lâchai-je, irrité. Elle est asiatique. Bien sûr, répond Dan. Ses parents étaient japonais. Donc, papa est à moitié asiatique et nous, un quart ? En gros, oui. Je comprends mieux ce que papa a voulu dire par « tu verras », songeai-je en enroulant une mèche de cheveux blonds autour de mon index. Que Dan ait du sang asiatique, c'est plausible. Moi, en revanche, j'ai l'impression d'étouffer. Je saute du lit et je vais ouvrir la fenêtre, mais l'air est encore plus chaud au dehors. Ce sont les mystères de la génétique, pensai-je pour tenter de me rassurer. J'avise le réveil, déjà 9 heures. Dans 1 heure, les visites seront permises à l'hôpital. « Tu peux me donner des cigarettes ?» demandai-je en ramassant mes vêtements d'hier éparpillés sur le sol. « Je peux, mais je ne veux pas. Depuis quand tu fumes ?»« Depuis quand ma vie t'intéresse ?» répliquai-je. « Une 15aine d'années. »« Dans ce cas, pourquoi tu m'ignores ?»« Je ne t'ignore pas. »« Si, depuis ce qui s'est passé il y a 4 ans. » Furieux, il saute du lit et croise les bras. J'en étais sûre. Il m'en veut toujours. « C'est n'importe quoi, » lâche-t-il. « Et tu vas arrêter de fumer. »« D'accord, mais toi aussi. »« Non. »« Alors moi non plus. » Il lève les yeux au ciel. « Sale gamine, tu es insupportable. »« C'est dans mes gènes, » dis-je avec un grand sourire. « Ça, je ne sais pas, mais c'est pénible. »« Ok, tu as gagné. » soupire-t-il en jetant son paquet de cigarettes et son briquet dans la corbeille à papier. « Tu as intérêt à tenir parole. »« Aucun problème, pensai-je. »« Toi aussi. » Il hausse les épaules et se dirige vers la porte. Surtout, ne me remercie pas pour la photo d'Anako. 3/4 d'heure plus tard.
Antoine se repose dans sa chambre. M'apprend Johanna, qui est venue me chercher à l'accueil du service de psychiatrie, comme les jours précédents. Tu peux le voir, mais juste 5 minutes. Pourquoi? M'écriai-je, frustrée. J'ai une foule de questions à lui poser sur les vampires, pensai-je. À qui d'autre pourrais-je me confier? Il ne va pas bien aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il ne veut rien me dire. Je lui emboîte le pas dans le long couloir vert. Johanna frappe à la porte numéro 314 et entre. Papa est allongé dans son lit, le drap remonté jusqu'au menton. Il ouvre un œil et soupire en me voyant. « Reviens plus tard », grommelle-t-il. « L'année prochaine, par exemple. »« Qu'est-ce qui ne va pas, Antoine ?» s'enquiert Johanna, inquiète. « Je voudrais qu'on me laisse tranquille, c'est trop demandé. »« Tu n'as pas envie d'ajouter une autre photo de Dan à ta collection, aujourd'hui ?» lançai-je. Papa sort de sa torpeur. « Si, » dit-il en tendant sa main bandée, souvenir de l'altercation d'hier avec Moïse. Je prends une photo dans la poche de mon jean, et je fais mine de la lui donner, mais je suspends mon geste au dernier moment. Je crois que Jo t'a posé une question. Sale gamine, fait-il entre ses dents. On me le dit souvent. Il ferme les yeux et feint de dormir. Antoine, laissez-moi vous aider, dit Johanna en lui caressant la joue. J'en profite pour sortir de mon sac la brosse que j'ai empruntée hier et je la pose sur la table de nuit. Vous avez déjà obligé quelqu'un à lécher le sol? Grogne Antoine. À votre avis, fait Johanna fâchée, pourquoi vous... Elle s'arrête horrifiée. Qui vous a infligé ça? Votre collègue se fera un plaisir de vous raconter tous les détails. Encore? C'est une honte. J'en parlerai au médecin. Vous n'allez rien dire du tout, répond papa résigné. Pourquoi? Elle niera, et c'est sa parole contre la mienne. Qui pensez-vous qu'on va croire? Elle, concède Johanna. Mais... Je survivrai. Vous savez, j'ai connu bien pire. Qu'est-ce qui peut être pire? Je vous le raconterai un autre jour. C'est interdit aux oreilles des moins de 18 ans. Antoine... Allez-vous-en, coupe-t-il. S'il vous plaît. Résignée, Johanna hoche la tête et se dirige vers la sortie. Elle me fait un signe, m'invitant à la suivre. Elle peut rester, dit Antoine. Elle a un cadeau pour moi. Johanna quitte la chambre et referme la porte. Je tends la photo de Dan à papa qui me l'arrache des mains. « Qu'est-ce qui s'est passé, papa ?» demandai-je en croisant les bras. Il ne répond pas. Il s'est redressé sur un coude pour mieux admirer Dan lors de son dernier séjour au sport d'hiver, il y a quelques années. Je remarque que le côté droit de son cou est écorché. « Qui t'a fait ça ?» m'écriai-je. « Moi. » Il s'est gratté jusqu'au sang, pensai-je. « Pourquoi ?»« Parce que je suis fou, » ajoute-t-il sans me regarder. « N'hésite pas à me coiffer avant de partir, si ça t'amuse, » dit-il avec un sourire goguenard. Il s'assoit sur le lit et me tend sa brosse. Au moment où nos mains se frôlent, j'entends des rires derrière moi. Surprise, je pousse un cri et je lâche la brosse. Les voix se taisent. « Je n'allais pas te faire de mal, » dit papa, décontenancé. « J'ai cru qu'il y avait des gens dans cette chambre, » bredouillai-je en scrutant la pièce. Personne. Des vampires. Pas des gens. Mais tu ne peux pas les voir. Papa, qu'est-ce que tu racontes? C'est pour ça que je suis ici. Personne ne t'a mise au courant? J'ai des hallucinations. Je fixe le mur du fond comme si un fantôme allait le traverser. Rien ne se produit. Je ramasse la brosse, je m'assois à côté de papa et je commence à le coiffer. Ses cheveux sont si emmêlés que j'hésite à continuer. Je lève la tête et, appuyé contre la cloison, un garçon et une fille m'observent de leurs yeux injectés de sang. « Qui êtes-vous » m'écriai-je en agrippant le bras de papa. « À ton avis » ricane la fille, laissant apparaître de longues canines blanches. « Je pensais que les vampires ne sortaient que la nuit, » bredouillai-je. « Oui, mais ceux-là sont ici, » explique papa en pointant un index contre sa tempe. « Comment se fait-il que tu les vois ?»« Je ne sais pas, » murmurai-je,
paniquée. Et si tu commençais par me lâcher? N'aie pas peur, c'est après moi qu'ils en ont. Je m'exécute sans quitter des yeux les deux intrus. Peu à peu, leurs contours deviennent flous et ils disparaissent. « Ils sont partis ?» demandai-je, incrédule. Papa secoue la tête. « Ils s'en iront quand j'aurai repris mes médicaments. » « Mais alors, pourquoi est-ce que je ne les vois plus ?» dis-je. « Je n'en sais rien, moi. D'habitude, je suis le seul à les voir. »« C'est parce que je suis ta fille. Je suis sûre que ce serait pareil pour Dan. »« Calme-toi, Camille. Je me rends compte que je tremble. C'est quand je t'ai touchée, c'est à ce moment-là qu'ils sont apparus. Ne me touche plus, dans ce cas. Problème réglé. » Je m'oblige à prendre plusieurs longues inspirations. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demandai-je enfin. Des mots croisés. « Avec ces deux vampires, » précisai-je. Si seulement il n'était que deux. Parce qu'il y en a d'autres. Tous ceux que j'ai tués. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ma peau, ils ont déjà eu ma santé mentale. Mais tu m'as dit qu'ils n'étaient pas réels. Ils m'ont l'air aussi réels que toi ou moi. Et ils ne te font pas peur? À ton avis? Je suis terrifiée, Camille. Est-ce qu'ils peuvent te faire du mal? Physiquement, tu veux dire? Je ne crois pas. Mais comme mon cerveau pense qu'ils sont réels, la douleur l'est aussi. C'est pour ça qu'il s'est écorché le cou, frissonnai-je. Et si tu te bats contre eux? Je n'ai jamais gagné. Tes hallucinations, quand est-ce qu'elles ont commencé? Je ne sais plus, répond papa. Juste après l'explosion? Quelle explosion? À la gare du Nord? Aucun rapport. Johanna m'a expliqué que ça se produit parfois après un événement difficile. Le trouble de stress post-traumatique, je crois. Excédé, papa lève les yeux au ciel. Je viens de te dire que ça n'a rien à voir. Je n'ai pas été blessée dans cet attentat. Alors raconte-moi ce qui t'est arrivé à la fin, m'exclamai-je. Ce ne sont pas tes affaires, réplique-t-il d'un air buté. J'ai l'impression de parler à un mur. Peut-être qu'eux voudront me répondre, dis-je en posant la main sur celle de papa. Qu'est-ce que tu nous donnes en échange? Me susurre à l'oreille le garçon vampire en se matérialisant à côté de moi. Ton sang, il sent si bon. Je pousse un cri de surprise et je bondis sur mes pieds. La créature s'évanouit peu à peu. Je ne peux pas, murmurai-je. Je ramasse mes affaires et je m'élance vers la porte. C'est ça, va-t'en. Et surtout, ne reviens pas, dit papa qui se recouche et remonte le drap au-dessus de sa tête. Chapitre 2. Étienne. Mauvaise réponse, fait Michaela en transperçant ma cuisse de sa dague. Je me mets à hurler. Elle essuie sur mon jean, son arme maculée de sang. Pour la deuxième et dernière fois, « Qu'as-tu fait à Camille ?» cingle-t-elle. Épuisée après notre longue course-poursuite dans le dédale des galeries souterraines, je n'ai plus les idées claires. Mais je suspecte Michaela de m'avoir attiré ici, dans la salle Z, endroit mythique, où des fêtes cataphiles mémorables se sont déroulées jusqu'à la fin des années 80. À présent, on a rebouché la plupart des entrées et la fréquentation du lieu a diminué. Personne ne me sauvera, frissonnai-je. Que s'est-il passé? Répète Michaela. Je gémis en pressant ma cuisse blessée. En quoi ça te regarde? J'ai mes raisons, dit-elle en s'approchant un peu plus. Et elles ne te concernent pas. Je recule jusqu'à ce que mon dos heurte le mur de pierre. Impossible de m'échapper. Je suis fait comme un rat. Je jette un regard furtif sur ma gauche. Je suis à quelques mètres de l'escalier en colimaçon par lequel je suis descendu, mais je ne l'atteindrai jamais. L'autre sortie est une chatière, autrement dit un tunnel étroit dans lequel on doit ramper, à 1 mètre au-dessus du sol. Il y a aussi le passage qui menait au Val-de-Grâce, juste là, dit Michaela, en désignant quelques marches droites qui s'arrêtent. Mais comme tu peux le voir, il est muré. La salle Z se trouve en effet sous l'ancien hôpital militaire et sert en partie à soutenir ses fondations. La pièce est une merveille architecturale. Très haute de plafond, voûtée, c'était l'une de mes préférées, jusqu'à ce jour. Tu ne fais pas le poids contre moi,
sourit Michaela. Tu es jeune, donc faible, et je suis bien entraîné. Alors, je ne lui ai pas fait de mal, dis-je. Pourtant elle pleurait hier soir. Comment le sais-tu? Les murs ont des oreilles. Elle a eu peur, c'est tout. Peur de toi? Elle a compris ce que tu es devenu? Je hoche la tête. Quelqu'un s'est blessé et l'odeur... Michaela m'envoie un coup de poing au visage. Imbécile, tu ne pouvais pas te contrôler? C'est plus facile à dire qu'à faire, répliquai-je en serrant les dents. Si tu ne passais pas ton temps à boire des trucs avariés, tu aurais assez de force pour résister. Regarde-toi, tu es pathétique. Pour une fois, je suis d'accord avec elle, pensai-je, abattu. Tue-moi, murmurai-je. Quoi? Tue-moi, s'il te plaît, répétai-je plus fort. J'avais entendu, mais je ne te ferai pas ce plaisir. Tu vas d'abord me dire tout ce que tu sais sur Camille. Où est-elle en ce moment? Je ne réponds pas. Michaela me saisit à la gorge et appuie la pointe de la dague sur mon ventre. Arrête, suppliai-je. Sans doute avec son père. Son beau-père, tu veux dire. Ce raté de pierre. Non, son père biologique. Stupéfaite, Michaela me dévisage quelques secondes. Soudain, elle enfonce le poignard d'1 centimètre. Je hurle de douleur. Menteur, Antoine est mort et enterré. C'est ce que tout le monde pensait, balbutiai-je. Mais elle l'a retrouvé dans un hôpital psychiatrique. Michaela éclate de rire et me lâche. Je me mets à tousser. Un asile? Lâche-t-elle. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Dis-je en pressant ma blessure. Finir dans ce genre d'endroit était sa plus grande crainte. Il faut croire qu'il y a une justice sur cette terre, après tout. Tu le connaissais? M'étonnai-je. C'est moi qui pose les questions, pas toi, réplique-t-elle en faisant tourner le manche de la dague entre ses doigts. Mais ce minable n'a eu que ce qu'il méritait. De quoi est-ce qu'elle parle? D'après les rumeurs qui circulent dans les souterrains, le père de Dan était craint des vampires et admiré des chasseurs. On ne t'a pas tout dit, imbécile. Maintenant, dit Michaela en pointant son arme vers moi, tu vas t'asseoir bien sagement sur ce bloc de pierre, là-bas. Tu vas me raconter tout ce que tu sais sur les Léry et ton lien avec eux depuis que tu as rencontré Dan. La journée promet d'être longue, mais ce n'est pas comme si quelqu'un m'attendait en haut. À contre-cœur, je suis Michaela en boitillant sous les hautes voûtes de la salle Z. Chapitre 3. Camille. Fébrile, je compose le numéro de maman. Je tombe sur le répondeur. Elle doit encore être au fond d'une tombe à inventer des théories ridicules sur les morts vivants. Ridicules, ou pas. Au moment d'appuyer sur le nom de Natsumi dans la liste de mes favoris, je me ravise. Si je lui parle de papa, je devrais aussi évoquer les vampires, donc Étienne, et je devrais lui avouer qu'on est sortis ensemble. J'hésite, puis je téléphone à Abigail. Cette dernière décroche au bout de 2 sonneries. Allô? J'entends un bruit de fond et des voix. Abby, c'est Camille. Je travaille. Je peux te rappeler plus tard? Bien sûr. À tout à l'heure, dis-je, découragée. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est à propos de mon père et d'Étienne. Je finis dans 1 heure. Si on allait manger au pub? On se retrouve là-bas vers 13h? Je suis à l'hôpital, dis-je. Je t'attends. On ira en moto. Je m'assois sur une chaise devant le bureau des entrées au rez-de-chaussée. Je prends dans mon portefeuille la photo de ma grand-mère paternelle et je détaille son visage, sa peau mate, ses yeux bridés, ses cheveux sombres. Elle est superbe. C'est vrai qu'elle ressemble plus à Dan qu'à moi, mais il y a bien un air de famille, non? Pas le moindre, fait une petite voix dans ma tête. Je consulte mes mails sur mon smartphone. Aucune nouvelle du laboratoire qui doit effectuer le test ADN. Il est encore trop tôt. Je tape le mot « vampire » dans le moteur de recherche et je parcours quelques articles. Ces créatures ont toutes 2 points communs. Elles boivent le sang de leurs victimes et surtout, elles sont mortes. Qu'est-ce qui est arrivé à Étienne? Me demandai-je le cœur serré. Est-ce qu'il a eu un accident? Ou est-ce qu'il s'est fait agresser dans les catacombes? Ça va, mademoiselle? S'enquiert un type avec un bras en écharpe. Oui, merci, bredouillai-je.
Je me rends compte que mes joues sont mouillées de larmes. Je connais Étienne depuis que je me suis installée chez Pierre-Henri avec maman et Dan. Après notre déménagement, mon frère a rencontré Étienne dans sa nouvelle école primaire, et ils sont tout de suite devenus inséparables. Comme j'étais toujours collée à Dan, nous avons passé des heures tous les trois à refaire le monde, évoquant notre futur qu'on imaginait merveilleux. Étienne en a-t-il encore un? Je prends une profonde inspiration et je compose son numéro. Pas question que ça finisse ainsi. Je dois au moins lui parler une dernière fois. Après quelques sonneries, le répondeur se déclenche. « Étienne, dis-je en ravalant mes larmes, est-ce qu'on peut se voir cet après-midi? Enfin, plutôt ce soir. Je suppose que tu ne sors pas pendant la journée. Est-ce qu'il dort dans un cercueil en ce moment? Me demandai-je. À propos d'hier, continuai-je, je suis sûre que tu n'as pas voulu me faire de mal. Du moins, c'est ce que j'espère. J'entends un petit bip indiquant qu'on cherche à me joindre. C'est maman. J'attends de tes nouvelles. Peut-être qu'on se verra ce soir au pub, dis-je avant de raccrocher et d'accepter l'appel de ma mère. Bonjour ma chérie, fait cette dernière sur un ton enjoué. Tu as essayé de me joindre? Ça tombe bien, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Laquelle? Tu as pillé une autre tombe de vampire? On dit une sépulture déviante. Bravo, mais attention à ce qu'ils ne reviennent pas à la vie. Ce ne sont que des superstitions, Camille. Je suis une scientifique. Je n'y crois pas. Dommage, pensai-je. Tu devrais. Ce que je voulais t'annoncer, continue-t-elle, c'est que Pierre et moi, on va se marier. Je la félicite et je lui avoue qu'il m'a fait part avant-hier de son intention de demander sa main. C'est prévu pour quand? Interrogeai-je. En décembre, à la fin de ma campagne de fouilles. Tu m'aideras? Les questions d'organisation, ça me dépasse. J'esquisse un sourire. Je sais, pensai-je. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Vous pensez avoir des enfants? À moins d'un accident, ça m'étonnerait. Est-ce que je suis un accident? Non. Pourquoi tu me demandes ça? Si papa ne voulait pas de moi, ça expliquerait peut-être pourquoi il m'a oublié, pensai-je. Simple curiosité. Et Dan? Oh que oui. Je n'avais pas prévu de tomber enceinte quelques jours après avoir rencontré ton père. Je n'avais que 21 ans et lui 17. Comment il a réagi? Bien mieux que moi. N'en parle pas à ton frère, mais c'est Antoine qui m'a supplié de le garder. Qu'est-ce qui s'est passé? Longue histoire. Je te raconterai une autre fois. J'ai des morts à déterrer, comme tu dis. Est-ce que papa était content quand je suis née? Oui, enfin, je ne me souviens plus. Et est-ce que... J'hésite à poser la question qui me brûle la langue. Pourquoi toutes ces questions? Demande maman soupçonneuse. J'en ai trop dit. Tant pis, je me lance. Une fille qui était dans ma classe, Agathe, me répète sans cesse que vous m'avez adoptée. C'est la vérité? Je t'assure que non, répond-elle en riant. Tu peux lui dire qu'elle se trompe. Je soupire de soulagement. Pourtant, je ne ressemble pas du tout à Dan. Encore heureux. Ce gamin est une tête de mule, comme son père. Je voulais dire, physiquement. Ce sont les mystères de la génétique. Je te laisse, le devoir m'appelle, conclut maman avant de raccrocher. 1 heure plus tard. Alors, Étienne est un vampire et ton père est un chasseur, fait Abigaël, déconcertée. Était, corrigeai-je en croquant une frite, et tous ceux qui l'a tué reviennent le hanter. Nous déjeunons aux Four Elements, assises sur de confortables banquettes en sky vert. Nous sommes attablés près d'une fenêtre en vitrail qui donne une vision déformée de la rue. Ton père a dû abuser du sang de vampire, dit Abby après quelques instants de silence. Quoi? La plupart des chasseurs en consomment, quand ils sont blessés ou en mauvaise posture. Tu veux dire qu'ils boivent du sang, comme les vampires? Lâchai-je, dégoûtée, en repoussant mon assiette. Soudain, mon hamburger ne me semble plus si appétissant. Mais non, dit Abby en riant. C'est sous forme de comprimé. Étienne m'en a parlé. Du VB? Exact.
Tu peux en trouver ici même, au Four Elements. Le type au dreadlock nous en a proposé l'autre jour, dis-je en désignant du menton Ernest, en pleine transaction à une table du fond. Pourtant, Natsu et moi ne sommes pas chasseuses. C'est une substance qui fait planer. Mais tu disais qu'on pouvait perdre la raison. Oui, si on en consomme de façon répétée et si l'on est prédisposé. Et puis, ça dépend de la qualité. Le sang qu'on vend ici est celui de jeunes vampires. Je doute qu'on puisse devenir fou avec ça. Mon grand-père a fini à l'asile. Il devait être chasseur, lui aussi. Probable. Et mon père? On peut l'aider? J'ai bien peur que non. Toi, tu ne pourrais pas le soigner? Ce n'est pas une blessure physique. Ce genre de problème dépasse de loin mes compétences. Pourquoi je peux voir ces hallucinations quand je le touche? Aucune idée, Camille. Et pourquoi pas les infirmières? Je ne sais pas. Et si tu avais des pouvoirs, toi aussi? Impossible. C'est même toi qui me l'as dit l'autre jour. Oui, mais tu devrais faire un test. J'émets un rire nerveux et je balaie la salle des yeux. Ici? Tout de suite? Mais non. En privé, et quand tu seras prête. Je hausse les épaules. Je n'ai aucune envie de me prêter à une quelconque expérience qui, je n'en doute pas, sera douloureuse. Moi, des pouvoirs? Ridicule. Je regarde vers le bar où une parfaite inconnue prend les commandes. Étienne n'est pas là. Pourtant, il travaille le dimanche après-midi. Il appréhende peut-être de te voir après ce qui s'est passé hier soir. Est-ce qu'il est toujours... lui? Demandai-je, le cœur battant. Je ne comprends pas ta question. Est-ce que c'est juste un monstre assoiffé de sang? Ou bien, est-ce qu'il éprouve encore des sentiments, comme avant? Tu trouveras des partisans des deux théories. Ceux qui croient qu'un démon prend possession du corps de celui qui est mort, et ceux qui prétendent qu'il est toujours capable de sentiments. Et toi, qu'en penses-tu? Tant qu'ils n'attaquent pas les humains, les vampires ne me gênent pas. De toute façon, s'ils le font, même une seule fois, ils sont traqués et éliminés. Je frissonne. Je n'ai aucune envie qu'Étienne soit éliminé. Comment devient-on un vampire? Demandai-je. On meurt, et si on a ingéré récemment du sang de vampire, on se transforme en mort-vivant. Que se passe-t-il si on est mordu? Tant qu'on reste en vie, aucun risque. Comment peut-on éliminer un vampire? Tu n'as que l'embarras du choix. Un pieu en bois d'aubépine, une dague en argent, une balle ou une flèche en bois d'aubépine ou en argent. En plein cœur, bien sûr. Et ne t'avise surtout pas de les retirer. Sinon, ils reviennent? Oui. Si tu mets une pierre dans leur bouche ou que tu les brûles, c'est plus sûr. Les Maccabées de maman avaient une pierre dans la bouche, réalisai-je. Ma chaîne en argent a blessé Étienne. Il ne supporte pas le contact de ce métal, ni du bois d'aubépine. Comme solution définitive, tu as aussi la décapitation et l'exposition directe à la lumière du soleil, qui les transforme en torches. Il fait jour, m'étonnai-je en désignant Ernest. Ce n'est pas un peu risqué pour lui? Les fenêtres ont reçu un traitement spécial, ici, explique Abby en tapant contre la vitre constituée de morceaux de vitrail aux couleurs de l'Irlande. Ce pub appartient aux vampires? Sursautai-je. Moins fort. Non, aux chasseurs. Mais comme je te l'ai dit, ils ont besoin d'eux pour se procurer leurs précieux comprimés. Qui leur permettront de tuer d'autres vampires, dis-je. C'est paradoxal. C'est ainsi depuis toujours. Où vit Étienne, maintenant, à ton avis? Demandai-je. Il a pu aménager son ancien chez lui ou trouver un nouveau logement. Certains vampires vivent dans la ville souterraine. Il habitait avec sa mère. Je vais lui rendre une petite visite, décidai-je. Je me lève et j'observe un instant les visages des clients. Sont-ils des vampires comme Étienne et Ernest, des chasseurs comme papa, des sorciers comme Abby, ou bien de simples humains comme moi? Fais attention, prévient Abby. Ton Étienne est dangereux, Camille. C'est mon ami depuis plus de 10 ans. Il ne me ferait pas de mal. Enfin, je l'espère. Tu es encore amoureuse de lui? Demande-t-elle avec douceur.
Je ne sais pas, Abby. Bien sûr que tu le sais, pensai-je. Mon amie hoche la tête. Elle n'est pas dupe. Mais il compte toujours beaucoup pour moi, dis-je en me dirigeant vers la porte. Je retrouverai Étienne à tout prix. Chapitre 4. Antoine. Antoine, j'ai fini mon service, dit Johanna en passant la tête par la porte de ma chambre. Je m'en vais. Je n'ai pas la force de lui répondre. Je suis assis sur le sol, pieds nus, dans un coin de la pièce. Prostré, les jambes ramenées contre ma poitrine, je fixe le vide devant moi, m'attendant à voir surgir un des vampires que j'ai tués il y a des années, quand j'étais chasseur. Johanna hésite, puis entre et ramasse mes tongs que j'ai lancés contre le mur opposé. Elle me les tend. « Tenez, dit-elle avec douceur. Je les enfile sans regarder mes pieds. Elle s'agenouille devant moi et pose les mains sur mes épaules, ce qui me réconforte. « Ça ne va pas mieux ?» demande-t-elle, inquiète. « Ça ira mieux ce soir, dès que j'aurai avalé ces fichus comprimés, pensai-je. Je n'aurais jamais dû faire semblant de les prendre ce matin. Tous les mardis après-midi, j'anime un atelier d'art-thérapie dans l'autre service, continue Johanna sur un ton enjoué. Qu'est-ce que vous diriez d'essayer ? Je sors de ma torpeur. Je suis adroit avec une dague, mais très mauvais avec un pinceau. Comparé à ce que je peux faire, les dessins de mon fils quand il avait 4 ans étaient des chefs-d'œuvre. C'est sans importance, répond Johanna. Au moins, ça vous changera les idées. Je vous promets de ne pas me moquer de vous. Le médecin ne me laisserait jamais sortir du service, même pour aller à côté. Menotté et sous sédatif, à la rigueur. De quoi aurait-il peur ? Vous ne me connaissez pas, Jo. J'ai commis des actes. Oui, je sais. Vous avez décimé une kyrielle de vampires, mais c'était pour le bien de l'humanité. Vous êtes pardonné. Quelqu'un se met à rire dans la pièce. Je sursaute. Une jeune fille aux longs cheveux noirs bouclés, la poitrine maculée de sang, est assise sur mon lit et joue avec une flèche en argent. Certains actes sont impardonnables, ricane-t-elle. Je sais, pensai-je. Alors, fait Johanna, je demande au médecin. Je désigne ma guitare, posée par terre un peu plus loin. Si vous voulez m'aider, trouvez-moi plutôt une pince pour couper les bouts de corde qui dépassent. Si vous me promettez de ne rien dire, je m'en occuperai demain matin. Vous m'apporterez votre instrument dans la salle où je prépare les médicaments. Vous feriez ça pour moi ? Oui, à une condition. Laissez-moi parler de l'atelier au chef de service. Si ça vous amuse de perdre votre temps, cessez de jouer à l'indifférent. Je suis indifférent. C'est faux. Je sais par exemple que les visites de votre fille vous font plaisir, sourit-elle. Bien sûr, elle m'apporte des photos de Dan. Je fixe Johanna qui rougit et baisse les yeux. Qu'est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui ? Demandai-je. Vous êtes plus gai que d'habitude. J'ai décidé de préparer une surprise à mon petit ami. Demain, j'ai pris une après-midi de congé. J'irai le chercher à son travail et la suite ne vous regarde pas. J'espère pour vous qu'il aime les surprises, dis-je, dubitatif. Moi, elles ne m'ont jamais plu, pensai-je. Surtout de ce genre-là, se moque la fille vampire. Tu te souviens du jour où Rose a débarqué au bureau ? Oui, j'ai failli me faire prendre, murmurai-je. Pardon ? Fait Johanna. Rien, je parlais tout seul. Je suis fou au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Elle m'adresse un sourire triste. À demain, Antoine. Prenez soin de vous. Chapitre 5. Camille. Disparue sans laisser d'adresse ? M'écriai-je abasourdi. La mère d'Étienne esquisse un sourire triste. C'était il y a un peu plus d'1 an, au début de l'été, juste après ses résultats au baccalauréat, je crois. Perdu dans mes pensées, je bois une gorgée de thé et je pose lentement ma tasse sur la soucoupe. Je suis assise sur le canapé de la pièce principale qui fait office de salon et de cuisine, dans le modeste appartement où la mère d'Étienne vit à présent seule. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» interrogeai-je peinée. Pendant 3 jours, je n'ai eu aucune nouvelle. J'étais morte d'inquiétude. Puis un matin, je suis sortie et j'ai trouvé une enveloppe sur le paillasson. Qu'est-ce qu'elle contenait ? La clé de l'appartement. Et un mot où il me demandait de ne pas le chercher.
ajoute-t-elle en essuyant ses yeux humides. Le pire, c'est qu'il n'a même pas emporté ses affaires. Est-ce que quelqu'un doit l'inviter à entrer ? Pensai-je. Le propriétaire, ou n'importe qui ? Je remarque toutes les photos d'Étienne, accrochées au mur ou posées sur le dessus des meubles, et dont je n'avais pas le souvenir. L'appartement ressemble à un mausolée. Je prends la main de la mère d'Étienne. Je suis désolée. Je ne savais pas. Ton frère ne t'en a pas parlé ? Non, on n'est plus en très bons termes. Daniel a fini par m'avouer que mon fils avait de nouvelles fréquentations peu recommandables. C'est le moins que l'on puisse dire, pensai-je. Enfin, si tu me dis qu'il va bien, c'est l'essentiel, poursuit-elle avec un sourire triste. Oui, je vous assure, dis-je en m'efforçant de lui rendre son sourire. Je vais vous laisser. Je dois aller travailler, dis-je en me levant du canapé. Elle fait de même et me raccompagne à la porte de l'appartement. Quand tu le reverras, tu pourras lui dire qu'il est toujours le bienvenu ici ? Si je le revois, pensai-je. Je hoche la tête. Et que je l'aime, ajoute la mère d'Étienne avec douceur. Peu importe qui il est maintenant, il sera toujours mon fils. Ce n'est pas sûr, pensai-je en la prenant dans mes bras. 2 heures plus tard. Étienne n'est pas là ce soir ? Demandai-je à une serveuse qui s'affaire derrière le bar. Cette dernière secoue la tête. Il n'a pas donné signe de vie. Le patron est furieux. Il ne répond pas à son portable. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. S'il n'a pas une raison valable d'être absent, Étienne peut dire adieu à son job. Est-ce qu'il n'est pas venu à cause de moi ? Me demandai-je. Je commande un coca pour moi et une bière pour Natsumi. Je rejoins mon ami qui s'est installé tout au fond de la salle. Je l'ai appelé il y a 1 heure, résolu à lui avouer que je suis sortie avec Étienne. Bien sûr, je lui tairai qu'il est un vampire. Désolé du retard, dis-je en posant nos verres sur la table. C'est bien normal, ton nouveau petit copain passe avant ta meilleure amie, ironise Natsumi. Hein ? Mais... Agathe a vendu la mèche. De quoi elle se mêle ? Rageai-je. Tu comptais m'en parler un jour ? Continue Natsumi. Maintenant. Bien sûr, dit-elle peu convaincue. De toute façon, c'est fini entre nous, dis-je. Pathétique. Pour une fois que je m'intéresse à un garçon, il te le faut. Écoute, Natsu. Épargne-moi tes excuses, coupe-t-elle. J'ai envie de m'amuser ce soir. Et tu devrais en faire autant. Tu as une tête de déterrée, ma pauvre, se moque-t-elle. Elle sort de son sac à main un sachet qui contient 2 comprimés rouges sombres. Elle en avale un et me tend le second. Tiens, ça te déridera. Je le prends et je l'examine. Pas de doute, c'est du VB. Où tu les as eus ? C'est cet Ernest qui te les a donnés ? Vendus. Ça m'a coûté les yeux de la tête, mais j'en ai eu pour mon argent. C'est n'importe quoi. Je me lève d'un bond. Ernest est en pleine transaction à quelques mètres de nous. Il ne s'en tirera pas comme ça. Je marche droit sur lui. Alors, tu écoules tes saloperies à mon ami ? M'écriai-je en m'interposant entre Ernest et son acheteur potentiel, un adolescent boutonneux qui décampe sans demander son reste. Un problème avec la marchandise ? S'étonne le vampire, ennuyé d'avoir perdu une vente. C'est le moins que l'on puisse dire. Pas la peine de s'énerver. La politique de la maison s'est satisfait ou remboursée. Ou si tu préfères un échange. Je t'échange cette cochonnerie contre une dague en argent pour te découper en rondelles, vampire. Je fourre la pilule rouge dans la main d'Ernest, dont le regard se durcit. Malgré tes airs de sainte nitouche, je me doutais que tu étais une chasseuse. Comme mon père avant moi. Je n'ai rien fait de mal, répond Ernest. Si ce n'est de vendre tes saletés à mon ami. Ce n'est pas illégal. Et je te conseille de le prendre sur un autre ton. Je ne crois pas que tu fasses le poids face à moi. C'est bien possible. Je frissonne en pensant à la force herculéenne de l'agresseur d'Agathe la semaine dernière. Peut-être, mais mon frère, oui, dis-je. Il est chasseur, lui aussi. L'un des meilleurs, et il ne va pas tarder à arriver. Où est-il, d'ailleurs ? Pensai-je. Encore fourré avec sa nouvelle copine ?
Ernest regarde autour de lui d'un air inquiet. Avec un peu de chance, il va tomber dans le panneau. Donc, tu veux une dague, soupire-t-il. Pardon? Il m'a prise au mot? Oui, dis-je en tendant la main. En fait, cela pourrait m'être très utile, pensai-je. Je n'en ai pas sur moi, idiote, et ça va te coûter cher. C'est-à-dire? À ton avis? Je n'aime pas les devinettes. Un peu de ton sang. Il est sérieux? Ernest a l'air on ne peut plus sérieux. Si tu es intéressé, rejoins-moi dans la réserve après ta prestation musicale, dit-il avec un mépris évident. Bien sûr, pour que je subisse le même sort que le chanteur que je remplace. Il fourrage dans son sac à dos élimé à ses pieds. Courageuse mais pas téméraire, se moque-t-il. Il me tend une fiole transparente de la taille d'un échantillon de parfum. Je reviendrai ici, dans ce cas, ajoute-t-il en se dirigeant vers la réserve. Attends, je cherche Étienne. Pourquoi? Tu as envie de le découper en morceaux, lui aussi? Pas pour l'instant, je veux juste lui parler. Je vois, tu crois peut-être qu'il est différent de nous, mais tu te trompes. Tu sais où il est? Peut-être, peut-être pas. J'appelle mon frère, dis-je en dégainant mon portable. Je compose le numéro de Dan sous le nez d'Ernest. Pas la peine, je te vends son adresse et la dague pour le même prix. Je raccroche et je réfléchis quelques instants. J'ai besoin de cette adresse. Affaire conclue, dis-je enfin, résolu. Chapitre 6. Dan. C'est fascinant, murmurai-je en admirant le balai des méduses, le nez collé à la paroi de verre d'un imposant aquarium. Une cinquantaine de créatures diaphanes de toute taille, pourvues de longs tentacules, évoluent avec grâce sous la lumière violette des néons que Michaela vient d'allumer. Difficile de croire qu'une seule de leurs piqûres peut être mortelle. Quitte à être gardienne, autant que ce soit dans un lieu intéressant, répond Michaela. C'est la main de la mort, ajoute-t-elle. Quoi? Sursautai-je. C'est son petit nom, sourit-elle en désignant un des animaux, de taille moyenne, qui nage juste devant nous. C'est une chironex. En provenance directe d'Australie, c'est la méduse la plus venimeuse connue à ce jour. Je l'examine avec attention. La main de la mort, c'était aussi le surnom de papa dans le monde souterrain. Une fois la sentence tombée, aucun vampire ne lui échappait. Camille adorerait cet endroit, dis-je en dirigeant ma lampe torche derrière moi, vers un aquarium qui offre une reconstitution du récif corallien. D'étranges poissons multicolores batifolent au milieu des anémones. Je sais que contrairement aux apparences, les plus beaux sont souvent les plus dangereux. Tu n'as qu'à l'emmener un de ces soirs, propose Michaela. Elle a mieux à faire entre son job et son petit copain. Et puis... Rien. Si tu m'expliquais plutôt pourquoi tu es parti sans me dire au revoir ce matin? Michaela sourit et ébouriffe mes cheveux. Vexé? Je parie que d'habitude c'est toi qui t'enfuis en pleine nuit. Oui, mais d'habitude, aucune fille ne dort chez moi, avouai-je en rougissant. On continue la visite? Elle acquiesce et me prend la main. Elle m'entraîne vers le tunnel des requins. Au milieu du couloir, elle m'invite à m'asseoir sur la moquette, fait de même et éteint la lampe. Malgré l'obscurité, je devine les silhouettes des prédateurs qui passent au-dessus de nous. Tu sens leur envie de tuer? Demande Michaela en m'embrassant dans le cou. S'il n'y avait pas la vitre entre eux et nous? Je te protégerai, dis-je avant de l'embrasser à mon tour. Comment? Je ne sais pas, dis-je en attirant Michaela contre moi. Mais je ne laisserai personne te faire de mal. Qu'est-ce que tu éprouves pour moi? La question me décontenance. Je suis... Soudain, mon téléphone sonne pendant quelques secondes puis s'arrête. C'est Camille. Qu'est-ce qu'elle me veut? Lâchai-je contrarié. J'hésite à la rappeler, mais je range mon portable dans ma poche. Ça attendra. Où on en était? Demandai-je en cherchant les lèvres de Michaela. À toi de me le dire, rétorque-t-elle en me repoussant. Qu'est-ce que j'ai fait? Pensai-je perplexe. Le moment est passé. Je rallume ma lampe torche. Michaela se lève sans me regarder et reprend sa ronde. Chapitre 7. Camille. Satisfaite?
demande Ernest après avoir déroulé le tissu carmin qui enveloppe une dague, en prenant garde de ne pas la toucher. C'est de la top qualité, et elle est bien affûtée. Je ne peux détacher les yeux de l'arme étincelante. Elle est magnifique, pensai-je en admirant le pommeau ouvragé en bois. C'est de l'aubépine. J'avoue que ce n'est pas mon matériau préféré. Maintenant, à toi de remplir ta part du marché, fait Ernest d'un ton bourru en repliant l'étoffe. Bien sûr, dis-je en lui arrachant la dague des mains. Je reviens tout de suite. J'entre dans les toilettes et je m'enferme dans le box du fond, puis je prends la fiole que m'a donnée le vampire et je la débouche. Plus facile à dire qu'à faire, grimaçai-je en m'entaillant le majeur droit dont je n'ai pas besoin pour jouer de la guitare. Abby me guérira. Je presse la coupure au-dessus du flacon qui se remplit peu à peu. Quand il est plein, j'enfonce le bouchon et je me confectionne un pansement de fortune avec un mouchoir. Puis je fourre la dague dans mon sac. Tu es à moi maintenant, pensai-je, satisfaite. Je regagne la grande salle du pub où Ernest n'a pas bougé, assis sur une des banquettes dans la pénombre. Il se raidit. Sent-il le sang frais? Je lui tends sa part du marché. Les pupilles du vampire se rétrécissent et ses yeux s'embrasent. J'ai un mouvement de recul involontaire. « Où est Étienne ?» demandai-je d'une voix mal assurée. « Tu devrais le trouver chez lui, » dit-il en me remettant un post-it sur lequel un étage et un numéro de chambre sont griffonnés. « Hotel Four Elements, juste à côté du pub. »« Étienne vit à l'hôtel ?» m'étonnai-je. « Merci pour l'information, » dis-je en rangeant le papier dans ma poche. « Transmets-lui mes amitiés, » s'esclaffe Ernest. Je me dirige vers la porte, bien décidé à rendre visite à Étienne séance tenante. Chapitre 8. Antoine. Avale-moi ça, 314, ordonne la grosse Bertha en me donnant mes médicaments. Soulagé, je vais chercher une carafe sur la grande table de la salle commune et je me sers un verre d'eau. Et mon supplice va prendre fin dans 3, 2, 1. Si tu crois que ça sera suffisant pour nous faire partir, se moque le vampire tatoué en s'asseyant sur la table en face de moi. De surprise, je verse à côté. Fais attention, crétin, bugle l'infirmière. Je me frotte les yeux. Épuisé par ma nuit blanche, j'ai du mal à rester éveillé. Tu es damné pour l'éternité, mon pote, raille le vampire. Ferme-la, abruti, grommelai-je. Pardon? S'écrie Bertha qui se plante devant moi, bras croisés. Ses joues bouffies sont encore plus rouges que d'ordinaire. Je ne m'adressais pas à vous. Ah non? Et à qui? Au pape? Et à qui? Au pape? Fait le vampire en imitant Bertha, son rictus ridicule y compris. Je ne peux réprimer un éclat de rire. Tu vas aller faire un petit tour en isolement, dit la grosse Bertha en soufflant de toutes ses forces dans le sifflet qu'elle porte autour du cou. Aussitôt, 2 gorilles accourent. Elle leur fait signe de m'emmener hors de la salle commune. Ils me saisissent par les épaules et commencent à me traîner vers la sortie. Attendez, je n'ai pas pris mes médis. C'est toi qui vas la fermer, pauvre fou, coupe Bertha en me jetant le contenu de la carafe à la figure. Impuissant, je fixe mes précieux comprimés qui sont toujours sur la table. Mon supplice est loin d'être terminé. Chapitre 9. Camille. Va-t'en, Camille, répète Étienne à travers la porte de sa chambre. Pas question, répliquai-je. Laisse-moi entrer, Étienne. Je tambourine à nouveau, réprimant mon envie de quitter au plus vite le couloir sale et exigu de l'hôtel miteux où il vit à présent. La lampe du plafond, qui grésille par intermittence, révèle les taches d'humidité du hideux papier peint à rayures vertes qui se décolle par endroits, dans les angles. Une odeur de renfermé flotte, due au manque d'aération. Et pour cause, le couloir est borgne. Inutile d'insister, dit Étienne d'un ton buté. Crois-moi, plus tu es loin de moi, mieux c'est. Tu ne penses pas que c'est à moi de décider? Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Tu as découvert ce que je suis. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je n'ai pas réussi, c'est tout.
Maintenant tu sais. Alors tu dois partir. Non, dis-je. Qu'est-ce que tu attends de moi? D'abord, que tu sortes de cette chambre. Tu as failli perdre ton travail, je te signale. Ce ne sont pas tes affaires. D'ailleurs, je me suis sans doute déjà fait virer. Et d'un, j'ai dit au patron que tu avais eu un malaise à cause de la chaleur et il accepte de te donner une autre chance. Et de deux, cela me concerne, car tu es toujours mon ami. Ce type-là est mort, Camille. Fais-toi une raison. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Demandai-je. Aucune importance. Tu vas avoir des ennuis si le boss se rend compte que tu as menti pour me couvrir. Je ne réponds pas. Je m'assois sur le sol, le dos contre la porte, les jambes repliées contre moi. Toujours là? Demande Étienne au bout de quelques minutes. À ton avis? Je vais appeler la réception pour qu'on te raccompagne dans la rue, dit-il avec lassitude. Ils ont une réception dans cet hôtel miteux? Je n'ai vu personne en bas tout à l'heure, à part un type qui m'a proposé une misère en échange de mes services. Tu ne devrais pas être là, répond-il, agacé. Presque toutes les chambres sont occupées par des vampires ou des chasseurs de primes, les quelques autres par des prostituées. Dans ce cas, laisse-moi entrer. Pas question. Je comprends que c'est peine perdue. Pour l'instant, en tout cas, car je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu as gagné, soupirai-je. Quand, si tu en as envie, je serai là. En attendant, tu peux retourner travailler. Je ne t'adresserai pas la parole. Moi non plus, et je ne m'approcherai plus de toi. Je n'ai pas peur de toi, dis-je en glissant la main dans mon sac pour sentir la dague à travers le tissu. C'est plutôt des vampires de papa dont j'ai peur, pensai-je. Tu devrais, lâche Étienne d'une voix sourde. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Tu peux peut-être me l'expliquer? Non, Camille. Moins tu en sais sur le monde souterrain, mieux ce sera. Pour qui? Pour moi ou pour toi? Étienne ne répond pas. Résigné, je me lève et je quitte l'hôtel la tête basse. Chapitre 10. Camille. Lundi 16 juillet. Antoine est en isolement, m'apprend Johanna qui est venue m'attendre à l'accueil du service de psychiatrie. Il a manqué de respect à une infirmière. Celle qui lui a fait lécher le sol, répliquai-je agacée. Je suis désolée, répond Johanna sans me regarder en face. Reviens demain matin. Mais je dois le voir. C'est important. Je ne crois pas que... S'il vous plaît, il compte sur moi. Et je suis sûre qu'il compte sur vous aussi. Johanna réfléchit quelques instants et consulte sa montre. Le médecin n'est pas encore arrivé. Je suppose que si je fais sortir Antoine maintenant, personne n'en saura rien. Merci, Johanna. Vraiment. Viens avec moi. Mais pas un bruit. Je suis l'infirmière dans un couloir blanc que je n'ai jamais emprunté, jusqu'à une porte sur laquelle rien n'est écrit, juste en face du bureau du médecin-chef. Johanna prend un trousseau de clés dans la poche de sa blouse et déverrouille les 3 serrures de la lourde porte. À l'intérieur de la petite pièce carrée, dénuée de mobilier, les murs sont capitonnés. Hagard, Antoine est affalé dans un coin, sa casquette des Yankees dans les mains. « Papa !» m'écriai-je en me précipitant vers lui. Aussitôt, il lève les yeux vers moi. Ses cernes sont encore plus prononcées que la veille et une profonde expression de lassitude se lit sur son visage. « La punition est terminée ?» articule-t-il. « Venez, Antoine. Dépêchez-vous, » dit Johanna, inquiète, en regardant dans le couloir. Je tends la main à papa qui m'ignore et se met debout sans mon aide. À la suite de Johanna, nous regagnons en hâte la chambre 314. « Je vais vous chercher à manger et à boire, » propose l'infirmière. « Et mes médicaments, surtout, » ajoute-t-il juste avant qu'elle referme la porte. « Ce n'est pas la solution, » dis-je avec aplomb. « Tu en as une meilleure » réplique-t-il. « Oui, te battre, » dis-je en lui montrant l'intérieur de mon perfecto dans lequel j'ai découvert un scratch bien pratique pour accrocher ma dague. « Où as-tu trouvé cette veste ?»« Dans le placard de maman. Je ne l'ai jamais vue la porter. »« Bien sûr que non, c'est la mienne. »« C'était, »
La tienne. Maintenant, elle est à moi. Mauvaise idée. C'est une veste de chasseur. Ça prête à confusion et ça te met en danger. S'inquiéterait-il enfin pour moi? Peut-être que j'aimerais devenir chasseuse, moi aussi, dis-je. Tu as des pouvoirs? Aucun, mais cela ne m'empêchera pas de t'aider. Donne-moi ta casquette. Papa hésite, puis il me la tend. Je la pose sur ma tête. Aussitôt, 2 vampires se matérialisent devant moi. Ils portent des vêtements d'une autre époque, avec chapeau haut de forme et redingote. Je serre les dents pour ne pas crier. Je n'ai pas peur de vous, dis-je en décrochant ma dague. Et lui non plus, ajoutai-je en désignant papa du menton. Il vous a tué une fois. Il peut recommencer. Comment? Vous avez une seule arme et on est 2, se moque l'un des vampires. Il a raison, dit Antoine. Si ces monstres ne sont que dans ta tête, ils ne me feront rien, papa, répliquai-je en lui tendant la dague. Le vampire qui a parlé sort ses canines et s'approche encore de lui. Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler papa, lâche Antoine en saisissant l'arme. À toi maintenant, pensai-je. Aussitôt, le second vampire se jette sur moi. Je réussis à l'esquiver et je lui envoie un coup de pied. Il a l'air si réel, pensai-je avec effroi quand je ressens l'impact. De son côté, Antoine semble avoir retrouvé son énergie. Il bouge avec autant de rapidité que son adversaire et lui porte des coups précis et violents. Enfin, il plante la dague dans sa poitrine. L'autre émet un râle et s'affaisse sur le sol, maculant de sang le linoléum. Mon ennemi profite d'un instant d'inattention pour enfoncer ses crocs dans mon cou. Une vive douleur me traverse, comme si j'avais reçu une décharge électrique. Je perds l'équilibre et je tombe à la renverse. Incapable de bouger, je sens la vie quitter peu à peu mon corps. « Attrape !» me crie papa en me lançant la dague qui atterrit à côté de moi. Je rassemble mes forces, saisis l'arme et la plante dans le dos de mon agresseur qui se redresse d'un bond. « Le cœur, c'est de l'autre côté », précise papa qui s'empare de la dague et l'enfonce à l'endroit voulu. La peau du vampire prend une teinte noirâtre et il disparaît peu à peu. Papa récupère sa casquette. « Je crois que ça suffit pour aujourd'hui », dit-il avec douceur. « Ils vont revenir ?» bredouillai-je, sonné, en portant la main à mon cou. Aucune trace de sang, pas plus que sur le lino de la chambre. Tout cela n'était donc qu'une illusion, pensai-je. À ton avis? Mais au moins, ce soir, j'ai eu ma revanche. Merci, ajoute-t-il à mi-voix. Tu pourrais me former? Te former à quoi? À devenir chasseuse, dis-je. Sans pouvoir, c'est impossible. Tu as appris à Dan à se battre quand il était petit. Il m'a bien appris un peu, mais... Mais quoi? Disons que j'ai eu un léger accident et qu'on a dû interrompre les leçons. Antoine hausse un sourcil. Quel genre d'accident? Soudain, Johanna ouvre la porte de la chambre, un plateau à la main. Je vous ai apporté tout ce que j'ai pu trouver, dit-elle en le posant sur le lit. Papa se précipite sur les biscottes qu'il avale en quelques bouchées, sans prendre la peine de les tartiner de confiture. Jo, vous laisseriez Antoine m'entraîner au karaté? Interrogeai-je. Le club est fermé pendant les vacances d'été et je ne voudrais pas tout oublier. Vous pratiquez les arts martiaux, vous? Demande Johanna, soupçonneuse. Il faut croire, lâche papa en faisant semblant de mettre ses comprimés dans sa bouche. Il les glisse discrètement sous son oreiller. Je n'y vois pas d'inconvénient si Antoine est d'accord, répond Johanna. Ça me changera du vélo d'appartement et du tapis de course, répond-il. Chapitre 11. Étienne. Au moment où je vais servir une bière, je suspends mon geste. Les premières notes de la célèbre chanson de Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, retentissent dans le Four Elements. Je regarde Camille qui me sourit depuis la petite scène. Je lui adresse un léger signe de tête et je détourne les yeux. Ce soir, je suis revenu travailler. J'ai évité tout contact avec elle et elle a fait de même. C'est mieux pour tous les deux. Elle me manque tant que c'en est douloureux. C'est difficile de la voir si proche et pourtant si lointaine.
N'aie pas peur de l'éventreur, dit la chanson. J'esquisse un sourire et je retourne à ma tâche. Chapitre 12. Antoine. Salut Antoine. Je cesse de jouer de la guitare et je lève les yeux vers la jeune femme qui m'a apostrophé. Salut, dis-je avec un sourire. Je commençais à m'étonner que tu ne sois pas encore venu me hanter. C'est parce que je te croyais mort. Mais ne t'inquiète pas, je vais rattraper le temps perdu, rétorque-t-elle en s'asseyant sur le lit à côté de moi. Je m'en doute, mais je ne vais pas me laisser faire. Ce que tu m'as fait ne t'a pas suffi, Antoine ? Ma colère retombe d'un coup. Je ne voulais pas que ça finisse comme ça, dis-je. En attendant, tu n'as que ce que tu mérites. Je sais, c'est pour ça que je n'ai jamais essayé de m'enfuir. Ne t'avise pas de raconter la vérité à Camille, menace-t-elle en s'approchant un peu plus de moi. Elle est encore plus belle que dans mes souvenirs. Quelle vérité ? Demandai-je perplexe. Elle me dévisage puis elle éclate de rire. Je vois, tu ne lui as rien dit parce que tu n'as pas compris. Soit tu es stupide, soit tu as les neurones grillés. Mais de quoi elle parle ? Pensai-je. Réponse B, dis-je. Dommage, je t'avais prévenu pourtant. Si on s'était enfuis tous les deux, je n'aurais jamais abandonné mon enfant. Moi non plus. Nous restons un moment à nous regarder en chien de faïence. Pourquoi elle ne m'attaque pas ? Tu as grossi, dit-elle enfin. Merci de me le rappeler. Rassure-toi, tu es toujours aussi séduisant. Tu dois plaire aux infirmières. Et aux infirmiers, hélas, dis-je. Quand je pense qu'avant, tu étais encore plus maigre que ton fils, laisse-le en dehors de ça. Trop tard, dit-elle en riant. Et si tu retournais dans ma tête, soupirai-je. Dans ta tête ? Répète-t-elle d'un ton méprisant. Tu n'as plus la lumière à tous les étages, mon pauvre. C'est pour ça que je suis ici. Maintenant, fais ce que tu as à faire et qu'on n'en parle plus, dis-je avec lassitude. Tes désirs sont des ordres, Antoine. Elle se jette sur moi et plante ses crocs dans mon cou. Je hurle de douleur.